One Piece récapitulatif numéro 7.5, adieu East Blue. Pour fêter la fin de la saga East Blue, voici un épisode spécial sur lequel nous allons prendre un peu de recul sur cette première saga. Ce format un peu particulier clôturera chaque saga et nous permettra ainsi d'en tirer un enseignement, mais également de nous focaliser sur les intrigues qui continueront d'être développées sur les sagas suivantes. Sans plus tarder, attaquons-nous aux enseignements d'East Blue. Bien sûr, chacun peut avoir un point de vue différent, mais pour moi c'est clair. La saga East Blue est un petit One Piece. Je veux dire par là qu'elle a pour but de nous familiariser avec l'œuvre dans sa globalité, en reproduisant les mêmes schémas et ressorts scénaristiques à plus petites échelles. En effet, les arcs d'East Blue sont parmi les plus courts de One Piece, mais pourtant, la plupart des éléments qui rendent One Piece aussi iconique y sont déjà présents. Tout d'abord, même si c'est le cas pour tous les shonen, on a un objectif bien précis du héros qui sert de fil rouge. Pour Luffy, c'est bien sûr devenir le roi des pirates, et chacune de ses recrues possède un rêve tout autant ambitieux. Cependant, Luffy sait qu'il a un long chemin à parcourir avant ça, et ça passe avant tout par rejoindre Grand Line et former un équipage capable d'y naviguer. Et c'est exactement l'objectif qu'il poursuit durant cette saga. Cependant, comme pour les prochaines sagas, il ne se contente pas d'aller le plus rapidement possible et prend le temps sur chaque île qu'il visite de faire connaissance avec les habitants et de résoudre leurs problèmes. Ce qui nous amène donc au deuxième enseignement, la construction des arcs. En effet, Oda reprend les mêmes grandes lignes scénaristiques pour chacun de ses arcs. L'équipage arrive sur une île, souvent en étant dispersé suite à une péripétie, comme c'est le cas avec Orange Stone où Luffy se fait kidnapper, si on peut dire, par un oiseau géant, ou alors dispersé par choix, comme à Lockton où ils décident de se séparer en arrivant sur l'île pour être plus efficaces dans leurs préparatifs de Grand Line. Suite à ça, ils rencontrent les habitants qui leur serviront par la suite d'alliés, bien qu'à première vue, ils ne semblent pas pouvoir servir à grand chose. C'est par exemple le cas de Kaya au village Syrup, des cuisiniers du baratier, ou encore de Noriko à Arlong Park. Ils apprennent ainsi l'existence d'un antagoniste qui persécute la population, comme Baggy le Clown, Don Krieg ou Arlong. Les Mugiwara viennent alors en aide aux civils en les combattant, toujours grâce à des combats singuliers, où Luffy affronte l'antagoniste principal, et Zoro, Sanji et parfois Usopp affrontent ses bras droits. Concernant Nami, ne vous inquiétez pas, même si à East Blue elle a surtout un rôle de support, elle aura, elle aussi, le droit à des 1v1 d'anthologie lorsque nos pirates préférés affronteront des ennemis plus nombreux. Durant ces combats, où ils partent souvent désavantagés durant cette saga, avec Luffy qui doit se battre sur l'eau par exemple, ou Zoro qui se bat malgré la blessure de Mihawk, eh bien ils se font souvent salement blessés, mais pour autant ils parviennent à vaincre, notamment grâce à leur détermination et les liens forts qu'ils ont tissés avec les habitants de l'île en question. Suite à ça, ils repartent de l'île plus forts grâce au recrutement d'un nouveau Nakama, l'acquisition d'un nouveau bateau, ou encore le power-up d'un personnage comme c'est le cas avec les nouveaux sabres de Zoro à Lockton. Dit comme ça, on pourrait croire que chaque arc est identique, mais comme vous avez pu le constater, au final aucun ne se ressemble, et ce grâce à l'attention qu'accorde l'auteur Eiichiro Oda à chaque élément de l'arc. On retrouve ainsi des différences dans le contexte de l'intrigue, avec par exemple un arc qui se déroule sur un bateau avec le baratier, mais ce contexte particulier sera bien plus flagrant lors des prochaines sagas, puisque sur Grand Line, chaque île a sa particularité, que ce soit son climat ou ses habitants, car c'est sur la route de tous les périls que l'on trouve le plus de diversité dans les races. Mais la différence la plus notable entre chaque arc de cette saga est la singularité de l'antagoniste, avec une cruauté et une sournoiserie sans nom avec Don Krieg, un pirate machiavélique avec Kuro, ou encore un officier de la marine fou et égocentrique avec le colonel Morgan. Mais malgré tout, il est difficile de prendre ces arcs indépendamment les uns des autres, et ce pour deux raisons. La première, c'est le retour de personnages présents dans des arcs antérieurs. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à lancer les One Piece Recap. Certains personnages apparaissent dans un arc, alors que ça fait plusieurs centaines de chapitres qu'ils ne sont pas apparus. Il est donc difficile de reprendre One Piece sans tout recommencer depuis le début. Oda nous le démontre ainsi dès la première saga. Baggy et Alvida, apparus dans les deux premiers arcs, réapparaissent à Lockton. D'ailleurs, et ce sera souvent le cas par la suite, les personnages qui réapparaissent ont entre-temps progressé, et c'est bien normal. Ainsi, Alvida a mangé un fruit du démon avec le fruit du Gliss-Gliss. Mais ce power-up est également valable pour deux personnages a priori anodins, Kobe et Hermep, qui sont en train de suivre un entraînement de la marine, et qui réapparaîtront donc dans les prochaines sagas. Le retour de certains personnages est également évident pour les trois personnages les plus badass de cette première saga, Shanks, Mihawk et Dragon. Leur puissance nous est déjà montrée comme incontestable, et il paraît évident, dès leur apparition, qu'on les reverra plus tard. Mais gardons ça pour la dernière partie. La deuxième raison pour laquelle il est compliqué de prendre les arcs un par un, c'est parce que parfois deux arcs qui se suivent sont intimement liés, puisqu'une intrigue majeure est développée à cheval sur ces deux arcs. D'ailleurs, ça va vite devenir presque systématique, mais sur la saga East Blue, nous n'avons qu'un seul exemple, le baratier et Arlong Park. Et oui, difficile de relire l'arc Arlong Park si on a oublié que Nami a quitté les Mugiwara pendant l'arc du baratier. Mais cette intrigue ne suffit pas uniquement à faire le lien entre deux arcs, elle permet également de développer plusieurs éléments scénaristiques. Le plus évident, c'est que la trahison de Nami sur le baratier permet d'en faire l'enjeu principal d'Arlong Park. Mais elle sert aussi à disperser les Mugiwara, comme aime le faire Oda, afin de faciliter la découverte de l'île et de les livrer à eux-mêmes dans une situation particulière.
On a ainsi Usopp qui doit se débrouiller seul face à un homme poisson alors qu'il se repose toujours sur ses alliés lors des affrontements, ou encore Zoro qui doit le retrouver alors qu'il a pour habitude de toujours se perdre. Par contre, ce qui manque à la saga East Blue pour que l'on puisse avoir un vrai aperçu de ce qu'est One Piece, c'est l'influence des superpuissances que sont le gouvernement mondial, les révolutionnaires et les Yonko. Ceci s'explique évidemment par le fait que ces trois groupes, capables de renverser le monde à tout moment, ne s'intéressent presque uniquement qu'à Grand Line. Cependant, lors de la saga East Blue, les Mugiwara se baladent d'île en île, sans être inquiétés et sans que personne ne vienne perturber leur projet. Il est donc difficile d'imaginer, durant cette saga, tous les imprévus que devront gérer les Mugiwara lorsqu'ils navigueront sur les eaux où s'affrontent, directement ou non, autant de puissances qu'ils ne peuvent pas attaquer de front. Bon, en réalité, on en a déjà un petit aperçu à Lockton, avec le colonel Smoker qui les surclasse largement. Mais pour autant, la saga East Blue ne nous montre pas l'importance que prendra la marine au sein des prochaines sagas, ni sa réelle nature. En effet, à l'exception de Lockton, la marine n'apparaît que 2 fois, à Shellstone et Arlong Park, mais n'aide pas pour autant la population, bien au contraire. On peut alors se faire une idée très pessimiste sur la nature de la marine, mais pourtant, ce ne sera pas toujours le cas par la suite. Et on peut déjà le sentir puisque le colonel Morgan est finalement arrêté par ses confrères, mais aussi grâce au colonel Smoker qui, même s'il semble très strict, ne cherche qu'à arrêter des pirates mis à prix. Ce qu'il faut donc en retenir, c'est qu'il existe plusieurs types de marines. Certains sont mégalomanes et cruels, d'autres droits mais impartials, et enfin d'autres sont... vous verrez par vous-même. Je crois qu'on a fait le tour des enseignements d'East Blue, attaquons-nous maintenant aux intrigues qui se développeront dans les prochaines sagas. Parmi les intrigues qui vont se poursuivre lors des prochaines sagas, la plus évidente est évidemment le renforcement de l'équipage. Et oui, Luffy a beau s'être trouvé de solides alliés depuis son départ du village Fushia, il a bien conscience que ça ne suffira pas à devenir le roi des pirates. D'ailleurs, Oda nous donne des indices sur cette intrigue, puisque dès le premier chapitre, Luffy se dit qu'un équipage de 10 membres serait idéal. Il va donc recruter de nouveaux Nakama au fur et à mesure des îles qu'il visite, même si ce ne sera pas aussi systématique que sur East Blue. Ils vont également découvrir ce que signifie la route de tous les périls, dont ils ont déjà largement entendu parler, et qui a notamment mis en déroute l'énorme armada de Don Krieg en seulement 7 jours. Ils vont donc devoir affronter les conditions météorologiques dantesques de Grand Line, mais également affronter les pirates les plus forts du monde, bien loin de ce qu'ont pu montrer Arlong ou Don Krieg par exemple. C'est bien sûr également le cas pour la marine, qui vont pourchasser les Mugiwara, maintenant que leur tête est mise à prix. Et on a déjà pu le voir avec Smoker, qui n'a que le rôle de colonel. La marine possède des éléments très puissants, sans oublier qu'ils peuvent faire appel à des Shichibukai comme Mihawk. Un des enjeux principaux des prochaines sagas sera donc bien sûr les power-up des Mugiwara, qui doivent obligatoirement se renforcer pour vaincre de tels ennemis. Enfin, nous aurons l'occasion d'en apprendre plus sur les personnages mystérieux apparus à East Blue. Qui est Dragon? Que fait Mihawk? Quelle est la véritable force de Shanks et son équipage? Autant d'informations qu'Oda nous donnera au compte-gouttes, mais qui seront indispensables. En tout cas, on peut maintenant dire adieu à East Blue et mettre le cap sur Grand Line pour découvrir la prochaine saga, Baroque Quarks. N'hésite pas à donner ton propre avis sur East Blue en commentaire, mais, comme d'habitude, si tu connais déjà la suite de l'histoire, ne la spoile pas aux autres viewers.